Nous allons limiter notre propos aux connaissances indispensables en médecine orthopédique. L'une des questions les plus fréquentes concerne la taille définitive de l'enfant. Une formule simple permet de fournir une réponse. Il faut toutefois préciser que 2 frères ou 2 sœurs n'auront pas tout à fait la même taille. De 1 an à 7 ans, l'ontogénèse reproduit la phylogénèse, c'est-à-dire que l'enfant va passer par les différents stades de la verticalité et de la bipédie que nous avons envisagés dans un chapitre spécifique. Ce n'est qu'à l'âge de 7 ans que l'enfant aura une marche de type adulte. C'est également l'âge de la latéralisation. La croissance s'effectue de bas en haut, des pieds jusqu'à la tête, et les différentes pathologies de la croissance suivent cette chronologie. De 7 à 11 ans, la croissance est en moyenne de 5 cm par an et a lieu essentiellement sur les membres inférieurs. À la naissance, les membres inférieurs ne représentent que 35% de la taille, contre 48% en début de croissance pubertaire et à l'âge adulte. Au contraire, la tête va diminuer de 25% à la naissance, elle ne représente plus que 13% de la taille à l'âge adulte. La croissance des membres s'effectue loin du coude pour le membre supérieur et près du genou pour le membre inférieur. De bas en haut, vers l'âge de 8 ans, la maladie de Sever correspond à une chondrodystrophie de l'apophyse calcanéenne sur laquelle s'insère le triceps. L'aspect radiologique est celui d'une fragmentation de cette apophyse. La croissance s'effectue au niveau de l'os et est freinée par le ligament, en l'occurrence le tendon d'Achille du triceps. Le traitement par talonnette en silicone permet d'amortir les chocs en attendant l'ossification définitive. Un peu plus tard, vers 10 ans, surviendra la maladie d'Osgood-Schlatter, qui correspond à un décollement de l'apophyse tibiale au niveau de l'insertion du tendon rotulien. Les facteurs mécaniques, tels que la pratique du foot, favorisent ces anthésopathies. Un bandeau spécial soulagera l'inflammation. De 11 à 15 ans s'effectue la croissance pubertaire chez les filles. Elle a lieu 2 ans plus tard chez le garçon, ce qui explique la taille définitive avec 2 ans de plus à 5 cm de croissance. La croissance pubertaire étant de 25 cm. Le pic de croissance pubertaire est spécifique à l'Homo sapiens. Il finalise le système d'intégrité tensionnelle au niveau du rachis. C'est la grande période des déviations vertébrales. On constate en outre une transformation d'une partie de la musculature paravertébrale en ligament, notamment au niveau cervical et lombopelvien. La tension des fascias superficiels permet une verticalité sans contraction musculaire active. La croissance s'effectuant au niveau des corps vertébraux. Elle va être freinée par cette structure ligamentaire qui est responsable des courbures du rachis en lordose dans le plan sagittal. Les chaînes musculaires s'organisent dans les 3 dimensions de l'espace, avec croisement des chaînes frontales au niveau de la charnière thoracolombaire, alors que les chaînes sagittales croisent au niveau du bassin, ce qui permet la réciprocation. La période pubertaire correspond à l'adolescence. Nous verrons successivement les définitions, les facteurs impliqués dans la croissance, intrinsèques et extrinsèques, le retentissement psychologique de la puberté, et nous verrons enfin les conséquences de la puberté sur la pratique du sport. La croissance pubertaire avec rattrapage de 25 cm de taille est la caractéristique de l'Homo sapiens. Elle permet de gagner quelques années par rapport à une croissance linéaire. Nous avons vu en bipédie que le développement du bassin avec l'écartement des têtes fémorales était limité, ce qui s'explique par le principe de la balance de Powells. Nous retrouverons le même principe au niveau des corps vertébraux. En appui unipodal, le bassin ne reste horizontal qu'au prix de la tension du moyen fessier, ce qui multiplie par 4 la contrainte au niveau de l'articulation coxofémorale. Par contre, si la coxofémorale s'éloigne de la ligne de gravité, la tension du moyen fessier sera encore plus importante et l'arthrose plus précoce. Le volume de la boîte crânienne a été multiplié par 4, ce qui ne peut être le cas du bassin. À la naissance, le volume de la tête est limité et le cerveau encore immature.
L'enfant, incapable de marcher, doit être protégé par une structure sociale tout au long de sa croissance. Le rattrapage pubertaire permet de gagner 3 ans au prix d'une importante fragilité du rachis, expliquant sans doute la fréquence des déformations vertébrales se constituant à cet âge. La puberté est la période de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Elle est caractérisée par des transformations psychosomatiques, affectives et hormonales, conduisant à la faculté de procréer. La croissance est l'augmentation des dimensions du corps. Elle est liée à l'interaction entre facteurs génétiques et facteurs d'environnement. Cette croissance pubertaire dépend de facteurs extrinsèques, alimentaires. L'Homo sapiens est un carnivore car la verticalité et la marche consomment beaucoup d'énergie. Facteurs extrinsèques socio-économiques, nous avons rappelé la nécessité de protection sociale tout au long de cette croissance, et facteurs extrinsèques psycho-affectifs. La boulimie ou l'anorexie sont fréquents et vont compliquer le port du corset. Les facteurs intrinsèques de la croissance sont essentiellement hormonaux. Il existe un grand cafouillage hormonal durant cette période de l'adolescence. L'hormone de croissance agit jusqu'à la puberté. Sa sécrétion est physiologiquement augmentée par le sommeil, l'exercice musculaire et le stress. L'hormone thyroïdienne active les métabolismes et accélère la maturation osseuse et cérébrale. Les androgènes chez le garçon sont responsables de l'accélération de la vitesse de croissance, mobilisant rapidement le potentiel de croissance. Les œstrogènes et glucocorticoïdes stimulent la croissance à faible concentration et la ralentissent à des taux plus élevés. C'est la mélatonine qui est le chef d'orchestre de toutes les hormones de croissance. Dans la scoliose, il existe un défaut de signalement de la mélatonine au niveau cellulaire qui va fragiliser la colonne vertébrale. Nous y reviendrons. Cette croissance pubertaire présente un pic vers l'âge de 13 ans chez la fille et 15 ans chez le garçon, avec un risque évolutif maximal des déformations vertébrales à cet âge. Au moment de ce pic, le test de Risser est à 0. La crête iliaque n'est pas ossifiée. Le test de Risser correspond à la période pubertaire descendante. Très utilisé par les chirurgiens pour déterminer le moment idéal de l'intervention, il est moins utilisé en médecine orthopédique conservatrice car le corset, en appuyant directement sur les crêtes iliaques, peut en modifier l'ossification. C'est pourquoi nous préférons utiliser la taille. Pour une scoliose de moins de 30 degrés, l'ablation du corset a lieu en fin de croissance staturale. Par contre, pour une scoliose supérieure à 40 degrés, l'ablation est retardée jusqu'à 1 an et demi après la fin de la croissance staturale, car à cette angulation, le corps vertébral s'éloigne de la ligne de gravité et selon le principe de la balance de Powell, les pressions concaves encore trop fortes compte tenu de la masse osseuse. Les signes pubertaires, selon la classification de Tanner, sont souvent dissociés de la croissance en taille et en pratique, même si nous le notons, l'évolution de la taille de 6 mois en 6 mois reste l'élément le plus important. Les effets psychologiques en période pubertaire doivent être connus, surtout si l'on envisage le port d'un corset. Tout d'abord, l'adolescence n'est pas une maladie. C'est durant cette période que va se constituer l'idéal du moi et le corset peut représenter une armure qui favorise cette phase. C'est une période de pudeur avec renoncement transitoire à la sexualité manifeste. Les équilibres se modifient avec passage du cercle familial à la constitution du groupe d'amis. La période de l'adolescence est souvent une phase dépressive, chaotique entre l'enfance et l'âge adulte. On constate une certaine résistance au passage à l'âge adulte ou une nostalgie de l'enfance. Il faut effectuer un travail de deuil de l'enfance avec perte du bien-être supposé de l'enfance, de la paix et de la tranquillité du corps, d'une certaine forme de relation avec les adultes. L'avenir paraît très incertain. L'adolescent a du mal à se projeter dans l'avenir, surtout dans le contexte politique actuel, et l'adolescent va un peu regretter les garanties du passé. La dépression traduit ce retrait à l'égard du désir. Elle témoigne d'un défaut de repère symbolique. Le dernier paragraphe concerne la pratique du sport. Le muscle se développe pendant la période pubertaire et le sport va lutter contre l'hypotonie physiologique de l'adolescence. L'activité sportive s'effectue en métabolisme aérobie et en endurance.
Pas de bodybuilding avant 17 ans, car les attaches tendineuses musculaires sont encore fragiles. Il faut insister sur l'alimentation, l'hydratation et l'échauffement musculaire. Il faut limiter l'esprit de compétition en apprenant à l'enfant à ne pas dépasser ses limites, car l'on sait que l'adolescent ne joue que pour gagner. Pour conclure, nous citerons cette phrase de Winnicott: « L'immaturité est un facteur essentiel de la santé durant l'adolescence. Il n'y a qu'un remède à l'immaturité, c'est le temps qui passe et la croissance que permet le temps. Les deux réunis finissent par donner naissance à l'adulte. Ce processus ne peut être ni accéléré ni ralenti. » La fin de la croissance correspond au début de la constitution de la masse osseuse chez l'Homo sapiens. C'est l'impact axial qui va favoriser la fixation du calcium sur l'os. Lors de l'appui du talon sur le sol, l'énergie mécanique se transmet au rachis par l'intermédiaire du membre inférieur tendu et se transforme en courant piézoélectrique comme l'allume-gaz. Celui-ci va en effet transformer l'énergie mécanique du pouce en étincelle. L'ion calcium Ca++ va alors se fixer sur l'os. C'est la raison pour laquelle les adolescents portaient des sabots en bois, car ils avaient besoin d'un os solide pour travailler à la campagne. La masse osseuse est entièrement constituée à l'âge de 20 ans, et il n'y a pas de seconde chance. À partir de 30 ans, elle décroît progressivement jusqu'au seuil de fracture chez les femmes à 65 ans. C'est alors l'arthrose qui soutient la colonne. La ménopause peut compliquer cette situation fragile. La stabilité de la scoliose à l'âge adulte dépend en partie de la masse osseuse et nous insistons sur la pratique du jogging et de la course à cette période. Les excès de croissance par absence de freinage ligamentaire, comme dans le cas de la maladie de Marfan, seront recherchés. L'épaisseur des lunettes évoque la luxation du cristallin. Le pouce en adduction dépasse largement le cinquième doigt. Le signe du poignet confirme la dolichosténomélie avec chevauchement du pouce sur le cinquième. Les pathologies de la croissance du rachis sont nombreuses. Nous étudierons tout d'abord les pathologies du cartilage de croissance osseux. Ce sont les chondrodystrophies ou nanismes. Le type de description est l'achondroplasie. L'achondroplasie associe un nanisme micromélique avec brièveté des membres prédominant sur le segment proximal. Les mains sont trapues avec un écart anormal du troisième et quatrième doigt, réalisant avec le pouce un aspect en trident. La déformation crânio-faciale avec crâne volumineux, bosse frontale saillante et aplatissement de la racine du nez. Enfin, une hypotonie du nourrisson responsable d'une syphose thoracique lors de la station assise. Lorsque l'enfant grandit, on note une hyperlordose lombaire. L'aspect radiologique est caractéristique avec au niveau vertébral un canal étroit pouvant provoquer des complications neurologiques secondaires. Ici, sur les radiographies simples, nous constatons la perte de la lordose lombaire, une syphose thoracolombaire et de face une absence d'écartement des pédicules sur les vertèbres lombaires inférieures. La dysplasie de hanche touche préférentiellement la métaphyse. C'est le scanner qui va confirmer le canal étroit. La diaphyse des os longs est courte et souvent déformée. Ici, nous notons un génuvarum. Dans l'achondroplasie, le nanisme est sévère, avec taille à l'âge adulte d'environ 1,25 m. Génétiquement, la transmission est dominante, mais actuellement, il s'agit dans la plupart des cas d'une mutation spontanée. Une forme mineure étant l'hypochondroplasie. D'autres chondrodysplasies peuvent être découvertes à la naissance. La plus fréquente est la chondrodysplasie ponctuée ou maladie des épiphyses ponctuées. Des calcifications épiphysaires en grains de plomb sont visibles au cours des 2 premières années de la vie. La forme la plus habituelle est rhizomélique, avec brièveté de l'humérus et du fémur. Il existe fréquemment une atteinte oculaire avec cataracte et une atteinte cutanée avec ichtyose. Nous voyons bien ici les ponctuations au niveau des pédicules associées à une scoliose thoracique gauche infantile. Dans le plan sagittal, on constate qu'il s'agit d'une syphoscoliose. Il faudra rechercher d'autres localisations des ponctuations, notamment au niveau des pieds.
Une deuxième chondrodystrophie est la dysplasie cléido-crânienne avec os vormien et absence de clavicule. Les autres chondrodystrophies découvertes à la naissance sont le nanisme diastrophique qui ressemble à la chondroplasie. Il existe en plus un pied-bot à la naissance et la syphoscoliose est plus sévère. Le nanisme métatropique avec les membres qui sont brefs, le tronc est long et étroit. Il existe souvent une scoliose, la métaphyse des os longs est élargie en altère. La dysplasie spondylo-épiphysaire est une chondrodysplasie avec insuffisance staturale globale. Le nanisme est harmonieux, sans dysmorphie faciale. Il existe une atteinte vertébrale avec platyspondylie et une atteinte épiphysaire avec trouble de l'ossification. Les chondrodystrophies découvertes durant l'adolescence provoquent des nanismes moins marqués. En fonction de l'atteinte, on distinguera les dysplasies polyépiphysaires avec fragmentation des épiphyses, les dysplasies métaphysaires touchant les métaphyses avec coxavara, les platyspondylies avec atteinte vertébrale associée, soit dysplasie spondylo-épiphysaire, soit dysplasie épiphyso-métaphysaire, dont le type de description est la maladie de Morquio, rentrant dans le cadre des mucopolysaccharidoses. Chez ce patient, on note une platyspondylie avec syphose thoracolombaire et élargissement métaphysaire au niveau du col fémoral. Après l'os, nous citerons les pathologies du cartilage et du tissu fibreux squelettique. La maladie des exostoses multiples se traduit par une tuméfaction des os longs au voisinage des articulations avec légère perte de taille. Les exostoses sont métaphysaires, souvent bilatérales et symétriques, se développant en période de croissance. L'indication d'ablation de l'exostose est réalisée uniquement en cas de compression vasculaire ou nerveuse. Il existe en effet 10% de dégénérescence maligne, souvent favorisée par la chirurgie. Une deuxième pathologie concerne les enchondromatoses, avec cliniquement tuméfaction sur un os long, mais la plupart du temps la découverte est radiologique, avec aspect soufflé, localisé au niveau métaphysaire. Le développement des chondromes s'arrête à la fin de la croissance. Certaines formes sont asymétriques, unilatérales, c'est la maladie d'Ollier. La troisième pathologie est la dysplasie fibreuse, qui est découverte au cours de l'adolescence par une incurvation d'un os long. Radiologiquement, il existe une clarté osseuse diaphysaire avec confluence des géodes et incurvation de l'os. Dans certains cas, un enclouage des os longs est nécessaire. Voici quelques radiographies de dysplasie fibreuse au niveau de l'épaule et du fémur. Après l'os et le cartilage, nous décrirons les pathologies de la densité osseuse. La plus fréquente est l'ostéogenèse imparfaite ou l'Obstein, qui est une maladie avec transparence osseuse excessive. Le plus souvent découverte à l'occasion de fractures multiples, incurvation des membres du fait des fractures multiples, le tronc est court, les dents sont de mauvaise qualité, la musculature est faible, associée à une hyperlaxité ligamentaire. Il faudra bien sûr faire le diagnostic avant d'effectuer un signalement d'enfant battu. Les sclérotiques sont bleutés et il existe souvent une surdité. Radiologiquement, la corticale est mince, les corps vertébraux sont aplatis avec aspect en lentille biconcave. Orthopédiquement, on peut réaliser un enclouage télescopique des os longs. Ici, nous notons les déformations avec cales multiples. L'inverse de l'ostéoporose est l'ostéopétrose, ou maladie osseuse condensante, qui est beaucoup plus rare. Radiologiquement, on note une densification osseuse à l'occasion d'une fracture, un élargissement de la zone métaphysaire et une opacité de la base du crâne. On redoute la compression des nerfs crâniens avec atrophie optique, paralysie faciale et surdité. Il existe également des risques d'anémie, parce que la médulaire est moins développée. Les extrémités osseuses sont très denses, avec élargissement de la zone métaphysaire. Un dernier chapitre concerne l'inégalité de croissance des membres inférieurs. Nous voyons ici la mesure clinique qui s'effectue de l'ombilique à la malléole interne en décubitus. Les inégalités de longueur des membres inférieurs vont provoquer des attitudes scoliotiques chez l'enfant du fait de la souplesse et des conflits articulaires postérieurs douloureux chez l'adulte.
L'étiologie congénitale est évolutive tout au long de la croissance, alors qu'un traumatisme provoquera une inégalité de 1 cm environ, stable, du fait de l'hypervascularisation de la plaque de croissance pendant le cal osseux. L'origine vasculaire avec angiome ou asymétrie de vascularisation est également très fréquente. L'examen clinique s'effectue en charge comme nous l'avons vu pour le rachis. Il existe parfois une rotation du bassin avec hauteur des crêtes et épiniliaque antéro-supérieur de sens opposé. Le problème est celui de la compensation. On commence par examiner l'enfant sans talonnette. L'attitude scoliotique compense l'inégalité. Au test d'Adams, sans talonnette, la gibbosité lombaire gauche est bien visible. À noter qu'elle est inverse de l'inflexion lombaire droite, ce qui est caractéristique de l'attitude scoliotique. On place alors une talonnette à droite pour rééquilibrer le bassin. On constate une diminution de la gibbosité lombaire gauche. Dans ce cas, on conseillera une compensation par talonnette aux 2/3 de l'inégalité. L'examen radiologique s'effectue actuellement en position debout avec EOS, qui a remplacé la téléradiographie et la scanographie. Le diagramme de Moseley, avec abscisse logarithmique, transforme la croissance du membre inférieur en une droite, ce qui va faciliter les calculs. On notera la longueur des 2 membres inférieurs, du sommet de la tête fémorale à l'articulation tibio-tarsienne, pendant 3 ans. Et en réunissant les 3 points, on obtient la croissance séparée des 2 membres inférieurs. On peut alors prolonger jusqu'à la fin de la croissance et une verticale montée à partir de l'abscisse va venir couper les 2 droites et fournir le pronostic d'inégalité de longueur des membres inférieurs en fin de croissance. On peut également calculer l'âge de l'épiphysiodèse en traçant une parallèle à tibia plus fémur à partir de la longueur à maturité osseuse du membre le plus court. Cette parallèle coupera le membre inférieur le plus long, ici à 12 ans et 3 mois. C'est l'âge de l'épiphysiodèse tibia plus fémur. Toutes ces mesures nécessitent une bonne appréciation de l'âge osseux à l'aide du score de Sauve-Grain, qui correspond à une radiographie du coude de face et de profil. On compare l'aspect radiologique du condyle et de l'épicondyle, de la trochlée, de l'olecrane et de l'épiphyse radiale à un tableau représentant l'aspect des épiphyses, ce qui va permettre d'obtenir un score. Le score est relativement précis à partir de l'âge de 8 ans. Un sauve-grain simplifié peut être utilisé en période pubertaire ascendante, sachant que c'est le Risser qui est utilisé en période descendante. Le Greulich-Schepel, avec radiographie du poignet, est plus précis que le Risser. Le traitement de ces inégalités sera chirurgical si le pronostic d'inégalité est supérieur à 3 cm. Chaque fois que possible, on préférera l'épiphysiodèse moins traumatisante que l'allongement. En conclusion, la mesure de la taille à intervalles réguliers doit rester la base de l'examen de médecine orthopédique en période de croissance. Dans la plupart des cas, elle permet de gérer le traitement orthopédique conservateur des déformations vertébrales. La connaissance des principales pathologies de la croissance est indispensable car elle s'associe fréquemment à des déformations vertébrales. Je vous remercie de votre attention.